Bonjour mesdames et messieurs, je suis Anténor Firmin et j'ai le plaisir de vous accueillir pour la lecture de mon ouvrage de l'égalité des races humaines. Nous allons poursuivre avec le chapitre 12, mais j'aimerais vous rappeler à soutenir cette chaîne en laissant un j'aime, en partageant cette vidéo avec vos proches et surtout en vous abonnant afin de ne manquer aucun chapitre de cette œuvre fondamentale. Installez-vous confortablement et commençons notre lecture. Bonne écoute. Fatal attachement. La politique, quoi qu'on en dise, n'est pas une affaire de cœur et de sympathie personnelle, mais de raisonnement. Ce qu'on doit aimer dans un homme politique, ce n'est pas sa personne, mais bien ses idées. Cet amour des idées doit être entretenu avec un tel esprit de contrôle que l'on soit toujours prêt à condamner l'homme pour le salut des principes qu'on aime. Si Ducas-Hippolyte pensait ainsi, l'affaire Montas, au lieu de porter une atteinte funeste à son patriotisme blessé, l'eût encouragé dans la lutte. Il eût pu mépriser les parjures sans être assujetti par cet orgueil malheureux dont parle M. Marcellin, lequel nous empêche de brûler au besoin le Dieu que nous avons adoré quand nous en reconnaissons la fausseté et la trahison. Mais ne condamnons pas le poète. À l'époque où il s'occupait de politique, les choses étaient couvertes d'une ombre qui ne permettait guère à l'esprit novice de bien distinguer la vraie route à suivre. Il a fallu 1000 leçons sanglantes et terribles pour faire germer la moralité des hommes aux prises avec l'action, en face des idées que l'on préconise. Autre est maintenant notre situation. Personne n'est sans expérience. Comme dit l'immortel Goethe, wer gestern und heut in diesen Tagen gelebt hat schon Jahre gelebt, so drangen sich alle Geschichten. Oui, celui qui dans les temps actuels a vécu hier et aujourd'hui a vécu des siècles, tant les événements se pressent. Il nous a été donné de tout voir, de tout comparer. Si jamais Ducas-Hippolyte, avec sa grande âme, avait résisté à cette affection morale qui l'a ravi au pays, à l'époque où il promettait tant de gloire à sa patrie, il pourrait devenir aujourd'hui un vrai libéral, c'est-à-dire il mettrait sa conviction non dans la loyauté ou l'infaillibilité d'un homme, mais dans la vérité même, dans l'immortalité des principes que proclame le libéralisme. Dans cette citation un peu longue, ayant peut-être le caractère d'une digression, mais que j'ai préféré faire dans la crainte de me répéter inutilement, on trouve tous les détails propres à faire juger du caractère de Ducas-Hippolyte. Pour moi, j'admire jusqu'à quel point cette nature de l'homme noir qu'on dit complètement abruti a pu s'affiner, se transformer et devenir cette belle personnalité intellectuelle et morale dont l'immortel jeune homme offrait l'exemple. La race capable de produire une telle organisation si fine et délicate, si bien adaptée aux nobles aspirations et aux grandes pensées, a bien le droit d'en être fière. Elle a bien le droit de se croire l'égale de toutes les autres, sans aucune fausse modestie et sans vanterie aucune. Dans ces temps-ci, où l'on voit tant de gens buvant à longs traits la honte et l'humiliation, sans une indignation virile, sans nul souci de la dignité humaine, il est bon de reposer ses regards sur cette belle conscience sereine, dévorée plus tard par la tristesse déprimante, engloutie dans le désespoir, mais planant toujours sur les hauteurs de l'idéal. Un jeune noir qui est en ce moment à Paris, M. Emmanuel Édouard, écrit admirablement. Maniant la langue française avec un rare talent, tout ce qu'il produit est empreint d'un cachet d'originalité, de finesse et de facile élégance. Aussi peut-on le compter parmi les écrivains du plus bel avenir. Encore qu'il n'ait atteint que sa 26e année et ne soit venu en France qu'assez tard, il a déjà écrit plusieurs opuscules du plus vif intérêt. Les journaux les plus difficiles de Paris lui ouvrent leurs colonnes. Le Figaro, dont la rédaction se compose d'une pépinière d'écrivains d'élite, donne la meilleure preuve de l'estime qu'il fait des articles de M. Édouard, en leur accordant parfois l'honneur du premier Paris. Le fait est d'autant plus notable que le journal de M. Francis Magnard, ayant perdu quelque peu de son ancienne importance politique, est devenu par contre le plus littéraire des organes de la presse quotidienne de France. Ce n'est pas seulement en prose que la plume du jeune écrivain s'exerce. Il a également essayé la lyre du poète et, là aussi, il a deviné tous les secrets de l'instrument merveilleux qui est le vers français. Toutes les pensées les plus élevées ou les plus tendres, toutes les émotions les plus délicates du cœur, joie ou tristesse, enthousiasme ou défaillance, y trouvent un accent qui les traduit et les idéalise. Sans doute, on ne découvre dans les poésies de M. Édouard aucune de ces inspirations purement nationales qui reflètent les images du pays natal ou les premières impressions qui ont agité l'âme du poète. Dans toutes ses compositions, il reste toujours européen. Cela est si vrai qu'en le lisant,
on ne se rappelle plus qu'on a entre les mains l'œuvre d'un petit-fils d'Africain. Malgré le charme d'hilarité que l'étranger éprouverait à le voir imiter en ses vers le son du bamboula et décrire l'agilité de la fringante créole dont la croupe se recourbe en repli gracieux, le poète noir n'a pas cherché ce genre de succès. Peut-être y aurait-il trouvé des notes admirables de fraîcheur et de coloris, où son talent poétique se montrerait en plein relief. Mais il n'a pas voulu. Est-ce pudeur, ou plutôt est-ce oubli? Personne ne prononcera. Si toutes les libertés sont respectables, celle du poète est surtout sacrée. La pensée doit être libre comme l'air. Spiritus flat ubi vult. Monsieur Léo Quesnel, qui soutient d'une manière spéciale et personnelle la thèse de l'inégalité des races humaines tout en reconnaissant le mérite de notre jeune poète, lui reproche cette absence de couleur locale que notre critique confond avec le manque d'originalité. En citant une phrase où l'un des Haïtiens les plus intelligents, Geoffrin Lopez, critiquait avec exagération le peu de goût que montrent ses compatriotes pour les études sérieuses, l'écrivain de la revue politique ajoute en note « À tout il y a des exceptions ». Un jeune Haïtien, M. Emmanuel Édouard, vient de publier chez Dantu les rimes haïtiennes qui sont empreintes d'une sensibilité profonde. La facture est harmonieuse. On n'y trouve pas la saveur d'originalité qu'on aurait pu désirer. Mais on le sait, il ne faut pas demander cette qualité aux nègres. M. Emmanuel Édouard n'en a pas moins un talent véritable, fait de tristesse et de facilité. Je ne sais jusqu'à quel point on peut rencontrer de l'originalité dans les productions variées de M. Quesnel, mais il est certainement un original. Aussi, sans faire de son suffrage plus de cas qu'il ne faut, je remarque simplement l'hommage qu'il a été forcé de rendre au talent du poète haïtien. Au surplus, cette saveur d'originalité qu'aurait pu désirer le lecteur français n'est nullement absente du recueil de poésie publié par M. Édouard. Sans le céder en rien pour la facture savante et harmonieuse du vers français qu'il sait tourner merveilleusement, le poète ne se laisse jamais prendre en flagrante imitation d'un maître quelconque de l'art, pas plus Théodore de Banville que Copé ou Victor Hugo. Ces petites poésies fugitives, où la muse insouciante et légère joue à la désillusion et à l'ennui précoce de la vie, tout en ayant un vague reflet de Musset ou de Byron, sont plutôt faites à la manière spirituelle et délicate des odes d'Horace. Courtes, gentiment ciselées, d'une accortise parfaite dans leur allure, elles font bien l'effet de ces petites compositions poétiques aux maîtres variés que burinait de son fin stylet l'amant de l'inconstante Néère ou de la pétulante Lydie. Le poète se plaint de l'infidélité de ses maîtresses et dépeint son désespoir avec des accents qu'on dirait sortis d'un cœur à jamais brisé. Tout cela se colore en teintes sombres et prend tous les dehors d'une profonde tristesse. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce n'est pas cette tristesse accablante et maladive que l'on trouve dans les poésies de Gilbert, ou même de Millevoye et d'Hégésippe Moreau. Il chante ses douleurs pour se distraire. Sa souffrance parfois vibrante et sincère est le plus souvent un jeu d'artiste. Il la caresse délicatement, en jouissant de ses propres émotions. Il le dit bien. Toutes les souffrances que j'éprouve en voyant crouler mes espérances, je sais les transformer en vers mélodieux. Choisissons plutôt dans la corbeille poétique de M. Emmanuel Édouard quelques bouquets qui feront mieux apprécier son talent que la meilleure analyse. Il faut prendre par exemple la gentille pièce intitulée Étrenne et adressée à Félicie. Elle n'est pas bien longue, 12 vers seulement, mais la touche en est si légère, la facture si élégante qu'elle suffirait seule pour faire pressentir le talent du jeune poète. À Félicie. Rossignol, je voudrais, à l'heure où tout sommeille, d'accords mélodieux réjouir ton oreille. Cygne, au lieu de chanter au seul bord du tombeau, je charmerais tes jours de mon chant le plus beau. Abeille, on me verrait, sur ta bouche mi-close, déposer triomphant les parfums de la rose. Luciole, j'irais, d'un vol capricieux, m'offrir comme flambeau, la nuit, à tes beaux yeux. Roi, pour te voir sourire, ô ma trop belle idole, j'arroserai tes pieds des flots d'or du pactole. Dieu, pour te disputer au sombre esprit du mal, oh, je prodiguerai mon tonnerre fatal. Notre jeune compatriote excelle dans ce genre où il reste toujours poète. Il ne prend jamais le ton du barde inspiré, ton qui a sans doute sa grandeur, mais qu'il est si difficile de soutenir avec quelque originalité à côté des superbes et magnifiques coups d'aile de Hugo. Plus humble,
Il ne fait que s'amuser dans ces riens adorables qui ont un charme profond et pénétrant, quand l'imagination sait si bien les transformer en 1000 fantaisies brillantes. Voici la poésie qui ferme le petit volume de Monsieur Édouard. C'est une postface si élégamment tournée qu'elle donne l'envie de recommencer la lecture du précieux ouvrage que l'on a déjà parcouru sans fatigue, d'un bout à l'autre. Femme et poète. Au lecteur. Les femmes ou brunes ou blondes savent, en tout pays, presque sans nul effort, de certaines mines profondes tirer le diamant et l'or. Chaque fois qu'à ces jeux, expertes, incomparables, une d'elles se livre, on voit, suivant ses pas, quelque poète misérable ensorcelé par ses appâts. Tout en la contemplant, le poète ramasse le métal précieux que sa petite main ne peut pas contenir, et tout ce qu'elle casse et jette pour jouer tout le long du chemin. Quand le jour arrive où la mine ne produit plus grand-chose, elle court, en riant, chercher une autre mine ou lointaine ou voisine. Rien ne vaut à ses yeux ce manège charmant. Le poète alors seul admire les richesses qu'il se fit en suivant les vierges sans souci, fatales, dont il faut redouter les tendresses. Il les cache, ou tout fier, les montre à ses amis. Toutes ces mines que les femmes vont ruinant pour s'amuser, ce sont nos cœurs, ce sont nos âmes. Ô femmes, de quel prix payons-nous ton baiser? Ces vers qu'avec amour je regarde et caresse, de mon cœur tout vidé, c'est ce qui m'est resté. Ce livre qu'au hasard vous avez feuilleté. Peut-être avec ennui, lecteur, c'est ma jeunesse. À part Ducas Hippolyte et Emmanuel Édouard, on compte en Haïti toute une pléiade de jeunes poètes dont le front noir est tout aussi gracieusement caressé par la muse que le front blanc du chantre caucasien. Mais ils se croient si peu des Victor Hugo que, le plus souvent, ils sont incapables de surmonter la timidité que l'on éprouve à affronter la rude épreuve de la publicité. La plupart ont pourtant un talent réel et on ne s'aventure aucunement en affirmant que, s'ils avaient le courage d'oser, le plus grand succès couronnerait parfois leurs essais. Citons, entre autres, M. Tertullien Guilbeault. C'est un esprit distingué, une organisation d'élite. Ce jeune noir dont le goût littéraire s'est développé dans la meilleure proportion, réunit à une grande pureté de diction des pensées délicates, une expression à la fois claire, précise et gracieuse. Aussi son style est-il un vrai modèle. Ses qualités sont tellement saillantes dans tout ce qu'écrit M. Guilbeault que tous ses émules, anciens condisciples ou amis de jeunesse, ont toujours fait de lui leur Aristarque écouté. Jusqu'ici, notre sympathique compatriote ne connaît point l'Europe. Il a fait toutes ses études en Haïti, mais il les a faites complètement, consciencieusement. Un trait distinctif en lui, c'est le besoin de perfection qui ne le laisse jamais tranquille. Il s'en occupe à ce point qu'il travaille constamment, étudiant les maîtres de la langue dans leurs procédés les plus intimes, s'ingéniant toujours à surprendre leurs secrets, afin de s'assimiler tous les moyens à l'aide desquels ils produisent ces effets de style magnifiques qui portent le comble à notre admiration et semblent défier toute imitation. Par cette étude persévérante, soutenue, M. Guilbeault est parvenu à se rendre familier les tours les plus difficiles et les plus délicats de la phraséologie française qu'il manie avec une parfaite aisance. Il a été le rédacteur en chef d'un journal paraissant à Port-de-Paix, sa ville natale. Encore bien que cette publication n'ait pas eu une longue durée, elle a suffi pour mettre en évidence toutes les aptitudes du jeune écrivain. Du premier coup, il avait montré avec quelle adresse il sait tenir une plume et quelles ressources il sait en tirer. Merveilleuse, en effet, était la forme de tous ses articles. Tous ceux qui savent apprécier l'art de bien dire, art si précieux et rare, eurent l'attention tournée vers cette nouvelle intelligence qui venait de se manifester avec une exubérance harmonieusement tempérée par le travail et l'étude. Depuis, M. Guilbeault a beaucoup écrit. Ce sont des discours ou d'autres compositions littéraires où brille toujours sa plume si élégante. Mais il n'y a jusqu'ici que ses intimes, qui ont le bonheur de jouir du charme exquis de ces diverses productions. Je l'avoue volontiers, j'ai toujours vu avec un vrai sentiment d'orgueil ce jeune écrivain dont les talents incontestables, l'esprit charmant et fin sont une protestation si éloquente contre la doctrine de l'inégalité des races humaines. Pour qu'une doctrine tellement ridicule, même comme simple opinion, ait pu se perpétuer au milieu de tant d'hommes décorés du titre de savants, il faut bien qu'il n'ait jamais eu en présence de tels exemples.
Aussi fais-je le vœu que se réalise la décision qui a été prise par les chambres d'Haïti d'envoyer en Europe M. Guilbeault et M. Magloire, un autre jeune noir dont j'aurai l'occasion de parler. Sans doute, tous ces échantillons de la race noire d'Haïti, dont les apparitions successives et multipliées sont un signe visible de la régénération du sang africain, viendront se perdre dans les flots de l'immense population parisienne où tout le monde s'agite, remue la matière et les idées dans un labeur sans fin. Mais qui sait quelle révolution ne s'accomplirait pas dans l'esprit du monde européen si, de temps à autre, on rencontrait des Noirs tels que ceux-là, si bien faits pour détruire les prétentions que la race caucasique affiche au monopole de l'intelligence et de toutes les aptitudes supérieures. On assure, dans les journaux d'Haïti, que M. Guilbeault va publier prochainement un volume de poésie et d'autres travaux littéraires en prose. Qu'il le fasse donc. En agissant ainsi, il trouvera le meilleur moyen de juger de ses forces et d'apprécier le résultat obtenu dans le travail solitaire du cabinet. La publicité est une grande épreuve, mais c'est aussi une grande école. Lorsqu'on a les qualités solides que fait briller l'esprit de notre jeune écrivain, on gagne certainement à affronter ces passes difficiles où les faibles succombent, mais d'où sortent les forts avec la palme du triomphe et de la gloire. Merci pour votre écoute, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la page Mémoire des Grands.